Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir dans le 15e numéro de LSA Direct. L'émission d'actualité du soir d'Algérie s'intéresse ce dimanche au sport roi, le football. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le vice-président et porte-parole d'un des clubs les plus prestigieux d'Algérie et d'Afrique. 27 titres, toutes compétitions confondues. Et pour celui qui est avec nous, un record personnel, celui d'avoir porté le maillot de ce club 470 fois. Mouloud Iboud, bonjour. Bonjour. Icône de la défense de la JSK, j'espère que vous ne serez pas sur la défensive au cours de cette demi-heure qui va nous réunir. Et tout de suite, peut-être des nouvelles du président Mellel. Mellel, il joue, il active toujours. Voilà, donc il n'y a aucun souci pour ça. Sa dernière actualité, ça a été ses sanctions de la FAF. Absolument, mais pour l'instant, on n'a rien reçu d'officiel. Il n'y a rien d'effectif, il est toujours... Pour l'instant, on n'a rien reçu d'officiel. Bah, il y a quand même certains qui n'hésitent pas à parler d'une sorte d'acharnement contre le club. En gros, il se passe quoi aujourd'hui entre la JSK et la FAF? Non, aujourd'hui, effectivement, vous parlez d'acharnement parce que moi aussi je l'ai évoqué dans mes différentes interventions, dans mes conférences. J'ai dit qu'effectivement, la JSK subit ces derniers temps un acharnement de la part des autorités, en base des institutions footballistiques, à savoir la Fédération et la Ligue nationale de football. Bon, c'est vrai que Mellel, le président de la JSK, je pense, ça c'est à mon humble avis, dit tout haut tout ce que les gens pensent tout bas, mais seulement peut-être que la forme n'y est pas. Le fond, c'est bon pour la majorité j'allais dire de tous les spécialistes, ou j'allais dire les fervents supporters de la JSK, mais la forme peut-être, à mon humble avis, la forme peut-être laisse à désirer, c'est pour ça que... Oui, vous avez un peu anticipé sur la question qui suivait après, parce qu'on avait tous cru qu'avec Hanechi à l'époque, à la tête de la JSK, la JSK, le club avait connu son président le plus tonitruant. Absolument. Finalement, on découvre qu'avec Mellel, c'est encore plus chaud bouillant. Non, mais c'est pas que c'est chaud bouillant, c'est-à-dire que Mellel, je vais pas faire la comparaison avec l'ancien président sortant, mais je vais juste dire que Mellel, si vous voulez, défend un peu plus les intérêts du club. C'est vrai qu'il est, je l'ai dit, je viens de vous le dire, il est un petit peu impulsif dans ses propos, dans ses déclarations, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui aime son club, qui défend les intérêts du club de la JSK. Donc pour le moment, statu quo au niveau, j'allais dire, de son sort par rapport à la tutelle qui est la FAF. Bon, écoutez, bon, je ne saurais pas vous dire s'il a reçu personnellement une quelconque notification, mais à ma connaissance, pour l'instant... Parce que, corrigez-moi, Iboud, on a dit suspension et puis proposition de radiation. Proposition de radiation. Voilà, c'est quand même la sanction la plus... Mais la proposition de radiation, elle est proposée par la Fédération, mais son application vient du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est le ministre qui doit décider de la radiation à vie. Mais je ne pense pas que la JSK ou les autorités algériennes puissent arriver à cette décision. Bon, on retient donc que pour l'instant, c'est en stand-by. Stand-by, voilà. Vous avez été le premier club à reprendre les entraînements, c'est ça? Oui. Avec un regroupement d'abord à Arbou, suivi d'un autre à Mostaganem. Bon. Là encore, il y a eu des frictions avec la FAF. Alors pour Arbou, je pense... C'est surtout pour Arbou. Oui, la Fédé vous a demandé, pour des raisons sanitaires, d'arrêter le stage. Vous n'avez pas obéi à l'injonction de la FAF? Non, c'est pas qu'on n'a pas obéi à l'injonction de la FAF, c'est que nous avions annoncé, allez, disons, 15 jours auparavant, notre départ pour Arbou pour une éventuelle préparation. Mais personne, je dis bien personne, aucune institution ne nous a mis en garde quant au déplacement, au début de préparation de ce fameux stage. Donc nous avons été, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on a peut-être omis de faire une demande d'autorisation. Mais seulement comme la présidence avait annoncé précédemment que la levée du confinement allait se faire le 28 août, c'est ça? 28 août. Donc nous avons pris acte
de se développer. Ça correspondait aux dates du regroupement Aux dates de la reprise, puisqu'on a commencé, je crois, le 1er août. Nous avons été dans un hôtel privé. Nous avons dit que la JSK est une société économique, c'est une SPA. Nous avons été dans un endroit où il n'y avait pas d'étrangers, à l'hôtel. Nous étions seuls. Le fameux hôtel Atlantis, dont le propriétaire est un de nos grands sponsors, Souma. Nous n'avons pas enfreint la loi, d'autant plus que nous avions notre médecin qui faisait partie de la commission de santé de Wilaya de Tizi Ouzou, donc il connaissait les lois, il connaissait tout. Nous sommes partis, nous avons respecté le protocole sanitaire de bout en bout. Ce que nous avons proposé, moi personnellement, dans une de mes interventions, j'ai dit qu'au lieu de nous pondre un communiqué pour nous demander de sanctionner la JSK en quelque sorte, j'aurais souhaité que la Fédération, le ministère de la Santé, ou bien la Ligue nationale, nous envoie une commission de contrôle éventuellement sur place pour voir si véritablement la JSK respectait toutes les conditions de respect de la pandémie. Mais malheureusement, la chose n'a pas été faite et ils ont pondu ce fameux communiqué pour remettre en cause le fameux stage qui est sorti. Heureusement qu'on est sorti indemne, ni blessure, ni contaminés. Ah ben tiens, justement, sur cette question des contaminés, on va y rester une seconde. Vous avez quand même eu 2 joueurs, mis en quarantaine par le club. C'est le club qui a décidé de les mettre en quarantaine suite à des soupçons de contamination au virus. Alors aujourd'hui, la question, comment vont le jeune espoir Oussama Daïbesh et l'international kényan Massoud Juma? Le problème justement, c'est que quand on a fait le premier stage à Akbou, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. On a donné 3 jours de repos aux joueurs pour reprendre ce fameux stage de Mostaganem. Donc, il est certain, peut-être, je dis bien, mais il est certain que peut-être ces joueurs-là, pendant ces 3 jours d'absence, enfin de relâche, de vacances, y aient pu contracter ce Donc c'est confirmé, ils l'ont contracté? Non, pas du tout. Non. Bon. Le soupçon. D'accord. C'est-à-dire, au moment où on a pris les joueurs pendant 2 jours dans la résidence du club à Tizi Ouzou, où tout le protocole a été inspecté. On a mis tout le monde au test et tout. Et pendant ce test-là, le médecin a découvert 2 cas, 2 soupçons, dans Daïbesh et Juma l'Africain. Le Kenyan. On leur a évité de faire le déplacement à Mostaganem. Une fois sur place, le contrôle, les tests, le PCR, tout a été fait le plus normalement du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, tout se passe dans notre très Tant mieux, condition. on va jouer les prolongations sur la Covid-19. Zarouati, le président de la JS Saoura, a déclaré, là je le cite, « Les aides de la FIFA et de la CAF au club pour passer le cap du coronavirus ne nous sont toujours pas parvenues. » Je crois qu'il s'agit d'une enveloppe globale de 165 millions de dinars. C'est ça. Bon. De son côté, la FAF, elle dit le contraire. Elle dit, moi, j'ai procédé à la répartition de cet argent. Alors, ces aides, elles sont parvenues, par exemple, à la JSK? Non. Toujours pas. Comment vous l'expliquez? On l'explique parce que tout simplement, ils n'ont pas été versés. Ne me demandez pas d'aller voir la FAF pour qu'elle me donne une réponse. Non. Pour l'instant, en tout cas, certains clubs, je ne saurais vous le dire s'il y a d'autres clubs qui ont perçu, là, qui ont reçu cet argent, mais en tout cas, la JSK, pour l'instant, on n'a rien reçu. Bon. Au début de cet entretien, je vous demandais des nouvelles du président Mellel. Et il y en a un dont on avait un peu perdu la trace ces derniers temps, le coach tunisien. Est-ce qu'il faut dire tunisien ou franco-tunisien? Non, tunisien tout. Tunisien, Zelfani. Alors, rafraîchissez-moi ou mettez à jour mes fiches. Il est rentré, l'entraîneur-chef, ou pas? Les 2 regroupements, que ce soit Akbou ou Mosta, par Karouf. C'est l'entraîneur adjoint. C'est l'entraîneur adjoint qui dirige. Qu'est-ce qui se passe avec Zelfani? Eh bien, il se passe qu'il n'est pas le seul. D'abord, il y a 3 joueurs avec lui, plus l'entraîneur adjoint. Donc, ils sont 2 Tunisiens, Zelfani et son adjoint, plus
un autre joueur tunisien, un joueur libyen et un autre qui n'est pas en Tunisie, qui est en Espagne, je crois, Boulaya. Cette histoire de l'entraîneur tunisien, les frontières sont fermées. Que voulez-vous qu'on fasse? On est dans la même situation, Zulfani est dans la même situation que Kouki, qui est tunisien, qui est entraîneur de l'Entente du Sétif. Nous avons fait une demande pour demander leur rapatriement sur le territoire national. On ne peut pas continuer à travailler sans entraîneur. Et puis, bon, ça fait quand même depuis le mois de mars, je crois, mars ou avril, qu'il a quitté le territoire national algérien pour aller chez les siens. Donc aujourd'hui, la JSK a besoin de lui, les frontières sont fermées, il n'y a pas de vol aérien. Nous avons demandé à ce que cette délégation, entre guillemets, de Tunisiens, puisse venir par route. Nous avons déposé un dossier d'autorisation jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de réponse. Il y a un autre club qui a fait carrément affréter un avion. Ça, c'est l'USMA d'Alger. Oui, mais ça, nous, on n'a pas les moyens d'affréter un avion. D'accord, donc vous avez beaucoup moins de moyens, on l'apprend, que l'USMA, par exemple. Suivez mon regard. Vous comprendrez pourquoi le... Ah, mais je voudrais bien savoir où votre regard part. Non, c'est-à-dire que l'USMA a plus de moyens que la JSK. L'USMA, il est géré par une société, j'allais dire, par Serport, c'est tout. Bon, ils ont plus de moyens que nous. Nous, on n'a pas les moyens d'affréter un avion pour les Tunisiens. Espérons qu'au moins la voie terrestre soit ouverte à votre staff. Non, mais tant si la voie aérienne est ouverte, il n'y a pas de souci. Mais seulement, comme jusqu'à l'heure où je vous parle, la voie aérienne, c'est la dernière solution, c'est la voie terrestre. Et la voie terrestre, bon, nous avons demandé... Même bloqué en Tunisie, ça n'empêche pas Zulfani de faire des déclarations. Absolument. Entre autres celle-là, je le cite, cette JSK-là est capable de remporter des titres. Alors, qu'est-ce qui pourrait contrecarrer cet objectif ambitieux chez un entraîneur? C'est tout à fait légitime et c'est très bien qu'il l'affirme. Qu'est-ce qui pourrait bloquer la pointe de l'attaque? On a parlé l'année dernière, les observateurs et surtout les supporters. Absolument. De manière bruyante, on dit on a un problème de buteur. Vous l'avez trouvé, cette perle rare? Écoutez, ce problème d'attaquant, c'est un problème mondial. Il n'y a plus... Pas au Bayern. Non, pas. Il n'y a plus de grands attaquants à travers le monde, encore moins en Algérie. Il n'y a pas de perles rares en Algérie. Quand vous avez le meilleur buteur du championnat, qui termine avec 7-8 buts, vous comprenez bien, il y a un problème quelque part. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de perles rares, il n'y a plus les avant-centres ou les attaquants en général des grandes générations de l'époque. Ça, c'est le constat. Ça, c'est le constat. Mais aujourd'hui, la JSK, pour revenir à votre question, la JSK, aujourd'hui, a un problème, effectivement, d'attaque. Toujours pas résolu. Nous avons des jeunes, mais nous pensons, sincèrement, nous renforcer par un, voire deux, un Africain et un Franco-Algérien. Vous avez des noms nous avons les noms que vous pourriez murmurer à mon oreille. À je vous assure que personne n'entend. À votre oreille, à la sortie de ce studio. on va quitter le stade du 1er novembre, Tizi et le chaudron kabyle, la FAF. Oui. La FAF de Zetchi. Et surtout, ses rapports de plus en plus difficiles avec la Ligue de Madouar. En disant difficile, vous remarquerez que je reste poli. Ce n'est pas franchement l'idéal pour le développement du football. Absolument pas. Absolument pas. Quand deux protagonistes qui travaillent pour le même objectif, à savoir le développement du football national, je pense qu'il n'est pas souhaitable que ce genre de situation soit vécue au niveau de notre football. Donc notre football a besoin de sérénité, a besoin de calme, a besoin de gens de compétences pour pouvoir aller de l'avant. Donc ce genre de situation entre le président de la fédération et le président de la Ligue, je souhaite que ça soit... Oui, mais comment concrètement on en sort? Parce que ça pourrit l'ambiance. Mais ça pourrit l'ambiance parce que, écoutez, je ne vais pas encore, j'allais dire, polémiquer. Non, moi je ne suis pas là pour la polémique, mais je dirais tout simplement que quand il n'y a pas de légitimité, il est difficile de décider. Il y a un ancien président de France qui est décédé, qui a cette expression très, très répandue et très connue en France,
Quand on est chef, il faut chefer. Mais qui n'est pas légitime aujourd'hui? Tout le monde n'est pas légitime. Donc la FAF et la Ligue. La Ligue, la FAF, les clubs, tout le monde n'est pas légitime. Ben, on va rester sur ce sillon-là, 2010-2020, une décennie, 10 ans, une décennie de football professionnel. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de guillemets autour de professionnel? Absolument. Bon, Mouloud Aiboud, le footballeur, l'international, le coach et le dirigeant que vous êtes, est-ce que c'est comme ça que vous l'imaginiez, le championnat professionnel en Algérie? Eh bien, pour votre gouverne, en 2010, j'étais parmi les premiers, et les enregistrements font preuve, j'étais un des premiers à remettre en cause cette histoire de professionnalisme à 32 clubs. J'étais un des premiers. Les enregistrements sur une chaîne de télévision nationale va vous le prouver. J'ai dit qu'il est impossible de passer de 3, voire 4, allez, je vais être gentil, 5 clubs professionnels à 32 clubs. Il y a des clubs, parmi ces 32 clubs, qui n'ont même pas de vestiaire, qui n'ont même pas d'eau chaude et qui n'ont carrément pas d'eau dans leur vestiaire. Il est impossible de passer à ce stade de professionnel. Un. Le deuxième point, le plus important, c'est qu'on est passé de club amateur au professionnalisme avec les mêmes dirigeants. Je suis désolé. On ne peut pas passer du président amateur du CSA vers un club professionnel pour gérer un club professionnel. Le club professionnel est un club professionnel. Un club professionnel qui fait du chantage en disant c'est la wilaya ou c'est l'APC de telle ou telle région ne me donne pas d'argent, je fais grève. Non, monsieur. Un club professionnel, ses dirigeants sont censés aller chercher de l'argent ailleurs. Mais Aiboud, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veue dire que la décision de professionnaliser a été prise bessif. Bessif. Ça, je vous le dis tout de suite. Et je l'ai dit encore une fois. J'ai dit qu'on devait, effectivement, ça c'est une pression de la FIFA, qui avait exigé à l'époque que si l'équipe nationale ou si les clubs participants, or sur les 32 clubs, il y avait à l'époque au moins, je dis bien, je ne diminue en aucune façon de la valeur de telle ou telle équipe. Mais à l'époque, il y avait maximum 4 clubs qui pouvaient être représentatifs du football national à travers l'Afrique. Donc il fallait commencer par ces 4 ou 5 clubs. Et puis en plus, le plus important, c'est le cahier des charges. Celui qui ne répond pas au cahier des charges ne doit pas être professionnel. Même si on devait, comme nos voisins marocains et tunisiens, commencer avec 3, 4, voire 5 clubs, et au fur et à mesure... Une sorte de ligue professionnelle restreinte. Non, pas restreinte. C'est-à-dire que les autres clubs pouvant être amateurs. Mais seulement, dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il y a un club qui peut répondre au cahier de charge, il passe professionnel. Moi, j'ai souvenir d'un club français dont je pourrais même citer son nom, c'est Guignon. Oui. Il a terminé premier en 2e division. Au moment de l'accession, il a refusé d'accéder. Oui. Pourquoi? Parce que quand on lui a posé la question au président, il dit je n'ai pas les moyens de me permettre 10 joueurs pour rester en première division. Maintenant, si je dois faire l'ascenseur, je préfère laisser le soin à celui. Et il n'avait pas la structure aussi pour accueillir... Très bien. Voilà comment... Moi, c'est comme ça que je vois la chose. D'accord. Mais comment on en sort, Aiboud, de cette situation aujourd'hui? On se retrouve avec un championnat qui affiche sur son fronton professionnel et qui, dans les faits, comme vous venez de le décrire, n'en est pas vraiment Absolument pas. Absolument. Comment on fait? Comment on fait? Bon, moi, je pense que la meilleure solution, c'est de revenir à l'ancien système. Là, on efface tout et on recommence. Soit on efface tout, on commence, soit on passe, comme je viens de vous dire, passer à 4, 5, un cahier des charges. Celui qui ne respecte pas ou celui qui n'est pas en mesure de respecter le cahier des charges restera amateur. C'est tout. C'est tout. C'est tout bêtement comme ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, tous les clubs sont professionnels, les joueurs ne sont pas payés, il n'y a plus d'argent. Encore moins aujourd'hui, parce que là, nous sommes dans une situation un petit peu très, très difficile. La pandémie, la crise économique, la crise sanitaire. Vous ne pouvez pas affréter un avion pour aller chercher Zelfeni. Et moi, ça me fait rire, certainement. Certains propos de certains dirigeants me font vraiment rire. Quand j'entends, par exemple, la dernière fois, une décision de, je crois que je ne sais pas si c'est de la FAF ou de la Ligue nationale, qui dit que tous les clubs engagés en Coupe d'Afrique seront dans l'obligation d'affréter un avion.
Écoutez, on n'est pas capable de payer les joueurs. Vous voulez qu'on en affrète un avion à 5, 6, voire même parfois même jusqu'à 10 millions de dinars. Vous êtes nombreux comme responsable de club, président ou de votre responsabilité, à avoir à maturer un peu cette option-là de dire on ne peut pas continuer sur cette voie-là de ce professionnalisme frelaté entre guillemets. Est-ce que par exemple il y aurait un pôle de présidents de club qui réfléchirait à taper un peu du poing sur la table pour dire est-ce qu'on ne peut plus continuer comme ça? Vous voulez que je vous dise? Ah, je veux. Oui, dites-moi tout. On ne veut pas de compétences. C'est-à-dire? On ne veut pas de compétences, on ne veut pas associer les gens qu'il faut à ce genre de débat ou à ce genre de réflexion. On ne veut pas associer les gens compétents. Pourtant, il y a les assemblées générales de la FAF. L'assemblée générale, le bureau. Je vous invite à aller voir la composante aussi bien de la fédération que de tous les clubs d'Algérie. Je dis bien, et je parle de mon club par exemple. Allez-y voir les membres de l'assemblée générale, vous aurez une idée sur le futur ou l'avenir du football national. Bon, là, vous m'inquiétez sérieusement. On va terminer quand même sur une note un peu plus optimiste. L'équipe nationale. Oui. On est champion d'Afrique en titre. Mouloud Aiboud, vous l'expliquez comment cette métamorphose des Verts? L'effet Belmadi, un groupe pro qui joue ensemble depuis quelques années déjà, ou comme l'expliquent certains, moi je les appelle les esprits grincheux, pour ne pas dire aigris, juste le résultat d'une addition de stars binationales, avec rien derrière. Non, c'est-à-dire que la comparaison, il faut la faire entre l'équipe nationale, champion d'Afrique, avec des stars, des grands joueurs qui évoluent dans différents clubs européens, et pas des moindres d'ailleurs, et le niveau du football national. La comparaison doit se situer à ce niveau-là. C'est-à-dire que je refuse, par exemple, qu'on dise l'équipe nationale est champion d'Afrique, notre football se porte bien. Non. Non. L'équipe nationale, c'est une équipe composée d'Algériens. Personne ne peut remettre en cause, je n'entre pas dans ce domaine-là, personne ne peut remettre en cause leur algérianité ou leur amour pour le pays. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'au niveau local, nous n'avons pas un championnat à l'image de cette équipe nationale qui évolue soit en Afrique, soit en Europe. Mais là, c'est l'une des rares fois où j'entends ce discours être tenu. Pourquoi? Parce qu'on en est encore aujourd'hui, nous sommes en 2020, sur des débats qui étaient à l'époque de Khalef en équipe nationale, où on disait « oui, mais on ne privilégie pas le joueur local ». Quel joueur local, avec le niveau actuel, pour représenter l'Algérie, par exemple, dans la dernière Coupe d'Afrique? Donc, c'est vrai, encore une fois, d'autres personnes vous diront Attal est parti d'ici, Slimani est parti du championnat. Non, il est parti d'ici, Attal, quand il est parti d'ici, il n'est pas parti international. Il est devenu international une fois qu'il a été en nuance. Par contre, il y a d'autres joueurs qui ont été internationaux ici, ça c'est clair. Mais malheureusement, encore une fois, moi je refuse la démagogie. Je vous le dis tout de suite. La démagogie. La politique des quotas, il faut tant de locaux et. Non. Le meilleur qui joue, qu'il soit professionnel ou local. Si vous avez mieux que Mahrez, allez-y. Si vous avez mieux que X, allez-y. Mais malheureusement, le niveau de notre championnat, il faut pas être hypocrite, il ne faut pas être démagogue. Le niveau de notre championnat ne peut pas permettre, aussi bien sur le plan de préparation que sur le plan tactique. Le travail que fait Belmadi aujourd'hui, en appelant par exemple, récemment, il a appelé des joueurs locaux. Il a convoqué deux joueurs. Il a convoqué des joueurs locaux, c'est pour leur donner une chance, et en plus c'est pour ne pas passer pour quelqu'un qui a, allez, j'allais dire, les yeux braqués uniquement sur les professionnels. Il veut donner la chance. Mais malheureusement, il n'en trouve pas beaucoup. Il en trouve 1, 2, voire 3. Et je suis désolé, quand on me dit aller jouer en Tunisie, c'est un joueur professionnel, je ne vois pas la différence entre le championnat tunisien et le championnat algérien. Ben écoutez, on va terminer sur cette note. Je suis journaliste têtu, Mouloud Aiboud. Je vais vous relancer, même si vous me dites non, moi je vais quand même faire mon job. Donc la piste de l'attaque à la JSK, c'est 2 joueurs que vous pistez en ce moment? Non, c'est-à-dire que... Oh, allez, une petite indication pour LSA Direct. Non, je vais vous dire quelque chose. Nous, aujourd'hui, notre politique, notre stratégie a totalement changé. Nous avons opté pour le rajeunissement de l'effectif.
pour votre information et pour informer un petit peu les téléspectatrices et les téléspectateurs. Les téléspectateurs et téléspectatrices et l'ensemble des supporters de la JSK, notre masse salariale aujourd'hui a baissé de 50%. La masse salariale de la JSK a baissé. Des joueurs, des salaires. Des salaires. De 50%. C'est pour vous dire qu'on est passé au rajeunissement de l'équipe. Nous faisons confiance à nos jeunes. Nous avons recruté de très bons joueurs. Aujourd'hui, nous avons 3 internationaux en U20 qui ont été convoqués et 2 en U17. Et il y en a encore d'autres derrière qui vont arriver. Donc nous avons opté pour le rajeunissement de l'effectif. Et puis, bon, ma foi, maintenant pour répondre à votre question, effectivement, nous avons un Camerounais en vue et un Franco-Algérien. Ils ne sont pas là pour les tests, tout simplement, encore une fois, parce que les frontières sont faibles. Avec la Covid-19, un Franco-Algérien. Voilà, un Franco-Algérien et un Camerounais. Et pas plus. Et éventuellement même, je vous ajouterai même un Congolais. Oui, mais là vous m'appâtez avec 3 noms, Mouloud Iboud. Moi, je deviens envieux, je jalouse, j'ai besoin d'avoir une piste un peu plus précise. Le Franco-Algérien, par exemple. Le Franco-Algérien, il joue en 2e division en France. Et vous arrêtez là. Moi, je m'arrête ici parce que, vous savez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, moi, en tant qu'ancien footballeur, ancien dirigeant, je veux juste dire que je refuse à ce qu'on ramène des joueurs sur vidéo. Moi, c'est le terrain. Je préfère mettre quelqu'un à l'essai, faire comme font les clubs professionnels, même si on est en contact ou là, si on a, j'allais dire, intéressé par tel ou tel joueur, il vaut mieux le suivre pendant toute une année, pendant 6 mois, 7 mois, et le juger. Mais si dans ces histoires de vidéos, ça commence à... C'est aléatoire. C'est aléatoire. Nous retenons pour les très nombreux supporters et supportrices de la JSK et pour les amoureux du football de manière générale. Donc au moins 2 grosses pistes sérieuses, un Franco-Algérien qui joue en 2e division en France et un Camerounais. Éventuellement, à la place, s'il y a un désistement de l'un ou de l'autre, nous avons un Congolais. C'est acté. Mouloud Iboud, merci. Merci beaucoup. De nous avoir accompagnés dans ce 15e numéro de LSA Direct. Je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole du club de football le plus titré du pays, la JSK. On vous souhaite bon vent, même si je sais que les footballeurs, et Dieu sait que vous en avez été un grand, sont superstitieux et ont horreur qu'on leur souhaite bonne chance. Alors, je croise juste les doigts et peut-être le 28e titre à la fin de cette saison. Merci beaucoup, Inch'Allah. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à ce LSA Direct. Merci de nous avoir accompagnés dans ce 15e numéro. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je rappelle, LSA Direct, l'émission d'actualité du Soir d'Algérie, c'est tous les dimanches à 10 h. Et si c'est avec les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale, ça sera encore mieux.